Bonjour les jeunes et ceux qui sont encore dans leur tête. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour bien communiquer, il est nécessaire de bien se connaître. Vous devez pouvoir vous mettre à la place de l'autre et puis vivre ses émotions lorsque vous lui parlez ou alors que vous lui écrivez. L'écrit est bien plus difficile que la parole, car vous n'avez pas deux chances pour pouvoir justifier vos propos. Du moment que l'autre ne peut pas vous répondre dans l'instant sur ce qu'il perçoit, son avis, il a un cheminement cérébral qui crée une réalité qui peut être à l'opposé de ce que vous vouliez lui transmettre. L'interprétation fait des présuppositions et crée une fiction qui n'a très souvent aucun rapport avec votre intention. L'approche n'est pas la même, bien entendu, lorsque vous vous adressez à une personne ou à un groupe. Il est nécessaire de varier le langage suivant les réactions d'un groupe, en tenant compte qu'il y en a régulièrement au moins un qui pourrait prendre vos propos comme une agression personnelle. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, toute parole ou mot perçu sont interprétés par le cerveau qui s'empresse de faire des liens avec sa propre histoire. Si l'analogie construite par vos paroles ravive une mémoire souffrante, même si ce n'est pas votre intention, je vous le répète, vous aurez droit à une réaction d'attaque de cet interlocuteur à votre encontre. Il m'est arrivé de nombreuses fois de recevoir des attaques violentes d'internautes ou même d'élèves qui créaient des liens de cause à effet dans mes écrits ou mes paroles qui étaient à milieu du message que je voulais faire passer. Vraiment en toute sincérité. L'histoire personnelle est souvent l'exception qui sera pointée du doigt dans vos propos. Le langage que l'on pense sans violence et sans aucune prétention peut aller chercher l'exception. L'exception personnelle, celui qui va se trouver blessé par un mot, qui va le ramener à son incapacité à trouver des solutions à sa propre problématique. Alors le locuteur devient le bourreau de la personne, le responsable du problème, et les mots reflètent une sensation d'incompétence à l'individu. Il devient difficile de répondre pour se justifier car l'émotion qui submerge cette personne ne sera pas prête à vous écouter et voudra de nouveau argumenter la véracité de ce qu'elle croit, elle. De même, ne pas lui répondre, c'est aussi lui répondre, c'est communiquer. Si vous ne faites pas de retour verbal ou écrit, vous démontrez soit que vous ne lui portez pas d'intérêt, alors là c'est la catastrophe, soit qu'elle a raison, soit que vous refusez son dialogue. Cette personne ne se demandera pas si elle a eu une mauvaise compréhension ou si votre intention était différente. Son cerveau a trouvé un chemin pour garder la tête haute et fait tout pour protéger son ego. Gardez à l'esprit que le cerveau a pour cheminement principal d'observer le négatif avant le positif. S'il n'est pas orienté dès le début et à la fin d'une communication, on en parlera dans une autre vidéo, à observer ce qu'il a à gagner. Il se laissera rapidement sombrer vers le « oui, mais ». On l'a assez entendu, ce « oui, mais ». Pour ce qui est de répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, la solution est loin d'être évidente. Lorsque votre message de bienveillance, je dis bien bienveillance, est mal perçu, et que vous subissez un commentaire insultant ou d'exception, vous pouvez l'ignorer, si vous le désirez ou si vous ne désirez pas entrer dans un débat écrit et stérile. Je vous rappelle que votre interlocuteur est parti sur un chemin qu'il ne voit que lui. C'est ce chemin-là et il n'en voit pas un autre. Tous les mots que vous allez écrire sera un argument pour les détourner et renforcer sa croyance et lui donner raison. La communication deviendra stérile, agressif. Vous pouvez aussi répondre de façon courte sans ajouter d'arguments. Il s'agit donc d'apprendre à communiquer avec les émotions. Vous devez apprivoiser les vôtres, apprendre à les écouter pour répondre aux besoins de leurs interventions dans l'instant. Mais alors qu'est-ce qui fait que je ressens de telles émotions, vous allez me demander. Et puis, c'est quoi une émotion ? L'analogie du cerveau et de l'ordinateur n'est pas totalement exacte, mais peut-être la meilleure pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre tête. Lorsque vous appuyez sur une touche de votre clavier, vous pressez sur un bouton qui libère une application pour effectuer une action qui va vous rendre service très simplement, facilement et vous faciliter la vie. Un ordinateur ne se trompe jamais. C'est vous en appuyant sur la touche que vous vous trompez. Vous pouvez appuyer de multiples fois sur le bouton et vous obtiendrez le même résultat tant que cela vous conviendra. Si vous voulez un autre résultat ou plus de performance, il faudra faire des mises à jour ou télécharger un autre programme. C'est très simple, l'évolution de l'informatique se fait par des mises à niveau, des rajouts de mémoire ou en boostant la machine, enfin le système tout simplement. Il vous suffit d'un bon câble Ethernet, des tournevis, puis le tour il est joué. J'ai essayé de faire la même chose chez l'être humain, c'est-à-dire lui ouvrir le crâne, et puis aller rajouter des rajouts ou faire des soudures à l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Lorsque l'enfant naît, il a 100 milliards de neurones dans sa tête.
qui vont créer des connexions, se lier les uns aux autres dans la carte mère, ici. Ça se construit tout le long des événements qu'il va vivre ou percevoir, puis s'encoder par le plaisir, la peur ou l'incompréhension. Ces mémoires émotionnelles totalement inconscientes s'amplifient par la sensorialisation de l'événement vécu dans l'instant. Les sens sont les images qui se déroulent lors de l'épisode créateur de l'émotion. Ajouter des sons, des goûts, des odeurs, l'atmosphère du moment, l'état d'esprit, l'environnement, tout ce qui se passe dans l'instant. Alors, ces émotions vont évoluer avec le temps, se transformer avec l'expérience à condition que les émotions primaires aient été traitées, c'est-à-dire qu'elles ont trouvé des solutions pour se sentir en sécurité, eu des comportements qui leur ont rapporté le bien-être, la confiance, le respect et la sérénité de l'interrogation émotionnelle qu'ils avaient dans l'instant. Alors, une petite parenthèse, le sommeil est important justement dans le traitement des émotions. Ça se passe pendant le rêve. Donc, si vous ne dormez pas de traitement des émotions, et puis à partir de là, alors ça devient assez la catastrophe. Une grande partie de ces émotions ont déniché leur solution, mais quelques-unes tournent en boucle dans le système reptilien, qui, lui, n'a que 3 comportements possibles. Il fige, il combat, ou alors il prend la fuite. Lorsqu'il fige, vous savez, le sentiment éprouvé est souvent de l'incompréhension, du manque de confiance ou un manque d'estime de soi. Figer, c'est aussi un renforcement de la sensation de la lassitude, de la culpabilité, de l'incompréhension par exemple, ou de l'impression d'incapacité. Plus tard, après avoir figé, vous pouvez penser, vous savez, c'est « j'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire ». Votre cerveau a figé. Le combat, c'est la représentation des sentiments de violence, d'agressivité et de colère. Lorsque la peur prend la place ou l'impression de ne pas être compris, le cerveau, il ne sait plus comment s'y prendre. Il suffit qu'il s'imagine que l'autre a une mauvaise intention, l'incapacité de faire passer un message peut entraîner un comportement de combat et en vouloir absolument à tout le monde. Agir comme un manipulateur passif, c'est aussi un signe de violence. Que le comportement, dans l'instant, n'a pas trouvé de solution agréable qui réponde aux besoins de sécurité ou alors simplement de reconnaissance. Le troisième comportement du système reptilien, c'est la fuite. Elle représente souvent les moments de déni, de refus, d'échappatoire, pour ne pas faire face à ce qui fait peur, même sans la connaître, cette peur. La fuite est aussi une solution de refuser une discussion avec les autres ou ses propres réalités, de peur de ne pas pouvoir les affronter. Ces 3 descriptions du système reptilien que je viens de vous faire ne sont que les exemples. C'est non exhaustif, avec des exceptions, bien entendu. Pas de oui mais. Alors revenons à l'adulte ou l'adolescent, si vous le voulez bien, pour comprendre sa perception du monde. L'encodage et les comportements émotionnels sont devenus automatiques et il a rarement conscience du déclencheur qui stimule une émotion. Cette émotion qui vous engloutit émotionnellement comme un claquement de doigts dans l'instant. Comprenez que la perception du cerveau dans l'instant réagit aux solutions du passé, avec les automatismes inconscients qui appartiennent à celui qu'il était quand il les a vécus avant. Ce que je veux dire, c'est que les émotions que vous vivez maintenant ne sont pas les vôtres, mais appartiennent à celui que vous étiez et qui n'a pas trouvé de meilleure façon de se comporter à l'époque. Une simple image, un son, une voix, un événement dans la mémoire inconsciente qui serait pourtant sans rapport avec l'instant présent déclenche une recherche dans les 2 hémisphères pour trouver la meilleure solution de réaction et détermine le comportement et l'émotion qui doit lui être lié. Si l'émotion du souvenir a été traitée et que la sérénité a été trouvée, tout se passera bien. Par contre, si le comportement a laissé une émotion limitante en contre-réaction, un mal-être s'installe et l'explosion contre-productive surgit. Soit l'incompréhension, la colère ou la peur, l'incapacité ou le rejet, la fuite ou la perte d'estime de soi. Rappelez-vous que tout ce que vous avez vécu dans votre vie comme une première fois a créé un ancrage. Je vois ça, j'ai peur, j'ai un petit mouvement, un micro-mouvement, un micro-spasme dans le corps qui va créer un interrupteur. L'image, le son, le ressenti, l'état d'esprit de l'instant va se marquer dans votre cerveau et va être relié à l'interrupteur de micro-mouvement, du micro-mouvement. Quand dans votre vie, par la suite, dans le futur, vous allez revoir un son, une image, un état d'esprit, un ressenti, une odeur, un goût, ce que vous voulez, qui fait un lien avec ce que vous avez vécu dans l'instant petit qui a créé l'interrupteur, une barbe, une voix grave,
un goût que vous n'aimez pas, une odeur, qu'est-ce que va faire votre cerveau? Il va le retrouver inconsciemment, relié à votre corps. La réaction va se faire, comme vous appuyez sur l'interrupteur met en route un comportement et une émotion qu'elle avait installée avant. Pas plus compliqué que ça. Maintenant que vous comprenez que les émotions que vous vivez ne sont pas les vôtres, mais appartiennent à celui que vous étiez, imaginez que la meilleure chose à faire pour comprendre cette émotion, c'est lui demander tout simplement ce qu'il veut en se manifestant et comment vous pourriez l'aider. Eh ouais, c'est pas vous qui agissez, c'est l'autre d'avant. Ça s'appelle de la dissociation, tout simplement. Tout comportement ou toute action a un besoin à combler. Vous l'avez déjà expérimenté. Quand vous avez un enfant qui fait un caprice ou une bêtise, vous n'allez pas lui dire « je t'aime pas ». Vous allez lui dire « je t'aime, mais je n'accepte pas ce comportement ». Ce n'est pas lui qui agit comme ça. C'est un besoin à l'intérieur de lui qui a trouvé ce comportement pour pouvoir obtenir ce besoin. Toutes les émotions agissent de la même manière. Tout comportement ou toute action a un besoin à combler. Tout comportement ou toute action a un besoin à combler. Comprendre le besoin d'une émotion, d'un comportement, c'est faire un pas vers le plaisir. Nous sommes sur cette terre pour prendre du plaisir et c'est ce que nous recherchons, le plaisir. Plaisir de manger, plaisir d'être connu, plaisir d'être reconnu, plaisir d'aimer, plaisir d'être aimé. Basta. Comprendre le besoin d'une émotion, c'est donc faire un pas vers le plaisir. En questionnant une émotion ou un comportement qui vous pose problème, vous vous dissociez de celui-ci. Pour aller plus loin, par exemple, si la colère est dans votre tête, par exemple, prenez-la dans votre main, puis vous la déposez sur la table. Vous allez vous asseoir plus loin, puis vous l'observez. Cette colère, elle est là, elle est sur la table. Personnifiez l'émotion s'il le faut. Donnez-lui un prénom et demandez-lui ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, d'où elle vient. C'était quand la première fois qu'elle est apparue? La regarder et lui dire, toi, colère. Appeler colère, on va plutôt lui dire, toi, l'adolescent, toi, l'enfant, toi, Marcel, toi, Francis. M'en voulez pas, les Marcel et les Francis, il me faut un exemple. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as besoin? Et remarquez que pendant qu'elle est sur la table, elle n'est plus là, puisqu'elle est posée sur la table. Donc, qu'est-ce que j'ai mis à la place? Peut-être de la réflexion, de la maturité. Peut-être une autre perception, plutôt que d'être écrasé dans l'émotion, c'est la repousser pour observer tout ce qui est autour et tout ce qui aurait pu créer cette émotion. Alors, c'est clair que cette petite expérience, faites-le quand vous êtes tout seul. Ne le faites pas au milieu d'une foule, parce qu'il y en a qui vont se poser des questions. Mais cette technique peut beaucoup vous aider. Lors de mes consultations, ce travail il est primordial pour reprendre pied, reprendre le contrôle. Faites-vous accompagner par un professionnel qui vous permettra de vous dissocier plus facilement de vos automatismes, car vous les voyez avec des filtres de normalité. Lui pourra enlever vos lunettes pour vous permettre de voir d'autres couleurs, d'autres formes, peut-être d'autres sentiments, d'autres émotions, d'autres besoins que vous n'avez pas déterminés tout seul. Apprendre à reconnaître ses émotions, c'est avoir la possibilité de repérer celles des autres aussi, et de communiquer avec finesse et flexibilité. Vous pouvez alors placer pion après pion, sans aller trop vite, ni sauter les étapes, aller à sa propre vitesse. Le fait de repérer la communication qui est cachée derrière les mots ou les attitudes permet d'avoir une autre lecture que la signification primaire des mots qu'elle a employés qui cachent cette émotion. C'est elle qui est importante. La repérer aussi, cette émotion, permet d'engager et de modifier tous les protocoles qu'on vous a déjà enseignés qui sont généralisés. Je vous rappelle que le comportement ou l'émotion que vous avez ne vous appartient pas et qu'elle va s'exprimer. Alors il faut la laisser s'exprimer sans vouloir rationaliser et y réfléchir, là, dans l'instant. Une petite astuce, lorsque vous voulez prendre une décision et vous voulez y réfléchir tout seul, ça va vous aider à vous entraîner à communiquer avec les autres, mais aussi pour pouvoir communiquer avec vous-même. Alors prenez votre téléphone intelligent, enclenchez le dictaphone, puis vous parlez de vos idées, de vos interrogations, de vos ressentis, tout ce qui vous passe par la tête, des comportements. Allez-y, lâchez-vous. Et puis vous l'enregistrez le lendemain ou le surlendemain, vous écoutez l'enregistrement attentivement. Vous entendrez les mots qui arriveront de l'extérieur et les intentions d'une personne, c'est plus vous, c'est celui que vous étiez. Votre cerveau, lui, saura éclaircir vos intentions et vous aider à trouver des solutions. Je souhaite que le fait d'avoir bien conscience que toute communication est un langage inconnu qu'il faut traduire, et qu'en percevant les émotions de l'individu ou du groupe, ça vous permettra de travailler en douceur et en engageant de la motivation à l'acceptation de vos suggestions. Si vous voulez revenir à cette notion des différents langages, je vous rappelle 8 langages que nous avons quand nous communiquons avec une personne, parce que là ça nous fait 8, mais si on en a un autre ça nous en fait 12,
Retournez voir la vidéo précédente, apprendre à communiquer avec soi-même d'abord. Comment communiquer? L'intérêt que vous me porterez et vos réactions, vos commentaires sous la vidéo, ça m'encouragera à vous donner plus d'outils qui vous permettront de mieux vous comprendre pour mieux communiquer avec les autres. Alors restez connectés sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez, la cloche, le pouce, vous savez ce que vous avez à faire. Amusez-vous et puis faites confiance à la partie qui sait.